Puisqu'on va parler de la guerre au Moyen-Orient qui entre déjà dans sa 6e semaine. Alors je voudrais d'abord évoquer avec vous, messieurs, cette course contre la montre dont nous parlait Maël Laurent pour retrouver l'un des deux pilotes américains disparus hier après que leur avion, un F-15, un chasseur bombardier F-15, a été a priori abattu par l'armée iranienne. En tout cas, l'armée iranienne revendique avoir tiré sur cet avion américain. Ça fait 24 heures. Alors c'est vrai que Michel Fayad, ça a tourné comme une forme de feuilleton, j'aime pas le mot parce que ça serait un peu malsain, mais c'est vrai que tout le monde est suspendu à ces recherches et notamment on imagine les Américains, ça a un impact très fort dans l'opinion. Oui, bien sûr, ce que ça rappelle en fait la révolution de 1979 où justement l'ambassade des États-Unis avait été prise d'assaut et ses membres pris en otage par la nouvelle République islamique à cette époque-là. Donc oui, il y a quelque chose d'extrêmement important dans la psychologie américaine là-dessus, puisque en fait, ça fait donc 47 ans que la société américaine pense à cet événement Oui, qui a profondément marqué les esprits. Ce qu'il faut également savoir, c'est que depuis maintenant quelques jours, quelques semaines, les vrais dirigeants de la République islamique d'Iran ont pris les premiers rangs. Et ces gens ont été aussi parmi ceux qui ont mis toute cette stratégie en place au niveau de la République islamique d'Iran. Par exemple, donc, le conseiller militaire du guide suprême, Mohsen Rezaei, c'est lui qui dirigeait les opérations durant la guerre Iran-Irak. Et il a été longtemps le chef des gardiens de la Révolution lui-même. Il y a également son numéro 2 de l'époque, qui s'appelle Zolkader, qui a succédé à Ali Larijani comme chef de la sécurité nationale. Et il y a également Mohammad Ali Jafari, qui est un ancien chef des gardiens mm, de la Révolution et qui a développé cette stratégie de mosaïque de défense, qui est mm. cette capacité de résilience au niveau national. Et ce qui est important de dire, c'est que là où se trouverait le Oui, pilote oui, américain, c'est dans la province du Khouzestan. La province du Khouzestan, c'est la province qui relie l'Iran à l'Irak, Irak, oui. qui a été la cause de la guerre Iran-Irak, puisque en fait, c'était revendiqué par l'Irak autrefois. C'est une région arabophone, c'est là où se trouve le plus grand champ pétrolier du pays. Et c'est pour cela que les Américains, donc qui s'appelle Arvaz, Mm. et en fait, les Américains et les Israéliens sont en train de bombarder de manière systématique Arvaz depuis quelques heures, quelques jours, pour vraiment détruire toutes les capacités pétrolières qui s'y trouvent. Il y a énormément de manifestations ces dernières années qui ont commencé dans cette région-là du Khouzestan, qui est donc pas perse mais arabophone, arabe, irakienne d'origine. Donc aujourd'hui, il y a également ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les Hashd el-Sha'bi, c'est-à-dire cette milice irakienne, pro-iranienne, le proxy iranien en Oui. Irak, qui s'est infiltré en Iran par milliers. On ne sait pas s'ils sont 4000 ou 8000 ou peut-être plus. Donc ils seraient dans Et cette ils zone. sont Ah aussi oui, dans ça cette c'est pas zone. une bonne nouvelle pour le C'est soldat parce que vraiment une mauvaise nouvelle pour les c'est clair que Américains. le régime a demandé à la population et a fortiori à l'armée évidemment de retrouver ce soldat qui, on imagine et on l'espère pas pour les Américains, bien évidemment, serait exhibé comme un trophée. Vous vous souvenez, Alexandre Malafaille, de cette image assez traumatisante, je ne sais plus en quelle année c'était d'ailleurs, de ce Jordanien, ce Prisonnier pilote jordanien, absolument. jordanien dans une cage, c'était Oui, Daesh, me c'est semble-t-il. Daesh, absolument. Ce sont des images, vous voyez, je m'en souviens encore, Mmh. qui marquent et qui peuvent être un tournant dans la guerre. D'ailleurs, quand vous lisez la presse américaine aujourd'hui, vous vous rendez compte que ils craignent vraiment l'impact de la disparition de ce soldat qui pourrait être peut-être, pourquoi pas, un échec qui conduirait au retrait. Je vous citais la chute du Faucon Noir, c'était Mogadiscio en 93, mais Oui. enfin, suite à cet échec, les Américains s'étaient retirés, Alexandre Malafaille. Non, mais ce qui fait très peur, évidemment, dans un cas comme celui-là, c'est que le fait d'avoir des prisonniers de guerre, ça fait partie de la guerre, si je puis dire. Mais là, il y a un État dont on craint, Mm. en effet, qu'il puisse commettre les pires horreurs avec ce pilote. D'abord parce qu'ils peuvent effectivement l'exhiber, ensuite parce qu'ils peuvent le torturer. Ouais. Voilà, il y a tout un envers du décor qu'on ne maîtrise pas et là qui crée effectivement voilà, une forme de forcément d'émotion considérable autour de ce pilote. Après, voilà, ça fait partie des risques. Je veux dire, ce type de situation est Oui. anticipé par les états-majors, est anticipé par les pilotes. Ils ont effectivement été formés pour ça. On verra dans les Mm. prochaines heures. C'est sûr qu'il y a une véritable course qu'on la montre Oui. pour le retrouver, à supposer qu'il soit toujours vivant, parce que là encore, Oui. on manque clairement d'informations sur ce sujet. J'entendais un militaire dire que d'être éjecté d'un avion, c'était quelque chose Ah d'extrêmement bah, bien violent. sûr. Mais surtout dans des conditions où votre avion a été touché. C'est-à-dire qu'on ne sait pas dans quelles conditions vous êtes éjecté. En temps normal, c'est déjà très violent, parce que vous êtes assis sur, si je puis dire, sur de la dynamite, et entre guillemets, on vous propulse en l'air à une vitesse phénoménale pour sortir votre avion, mais en plus, l'avion a été touché. Donc, de fait, il est peut-être en moins bon état au moment où vous vous éjectez, donc on ne sait pas comment ça s'est passé. Ce Et qui dans est une région
montagneuse. Oui, donc forcément, absolument. tout est compliqué. Alors, ce qui lui permet aussi de se cacher. Après, le risque, là, en effet, Mais c'est il faut que... survivre. Exactement. Le risque pour les Américains, c'est qu'il va falloir, pour le retrouver, mener une opération commando terrestre, avec tout ce que ça suppose Mm. comme moyens spécifiques qu'il faut affecter, hélicoptères et autres. Là, il y a Et des là, hélicoptères. voilà, On ne sait pas il y s'il y a, a il y a- encore il y a un risque des troupes terrestres. d'escarmouche. Alors, ils Oui. sont beaucoup mieux armés, beaucoup plus équipés, beaucoup plus formés, notamment la nuit, pour intervenir, parce qu'ils ont effectivement une capacité de vision nocturne qui est hors du commun par rapport à ce qu'ont l'adversaire. Mais c'est vrai que ça peut être un début d'engrenage, ou en tout cas, ça peut être très fatal. Après, voilà, quelque part, il faut voir la partie, bien sûr, de cet incident, mais il faut aussi voir le travail de fond qui est là, parce que si cet avion a été touché, c'est qu'il y en a beaucoup d'autres qui n'ont pas été touchés Oui. et qui font le travail de sape dont parlait Michel Fayad tout à l'heure. Donc, en effet, il se passe quelque chose de très offensif sur le terrain. C'est pour ça que l'opposé américain tape encore du poing sur la table pour dire, voilà, si maintenant on ne négocie pas, il va se passer... On va peut-être... en parler de ça, mais en attendant, là, sur ce pilote, Donald Trump reste très silencieux. Alors, Il a on sait raison. que le premier Il a a raison. été exfiltré par des Oui. forces spéciales. Oui, absolument. Donc, ça se passe comment, ce genre d'exfiltration? Ça se passe de manière extrêmement difficile. Ça veut dire que vous avez, en appui des forces aériennes sur le terrain, vous avez des équipes qui sont prêtes à intervenir à n'importe quel instant et qui sont, grâce à la façon dont les pilotes sont repérés, parce qu'ils ont une balise, parce qu'on sait parfaitement où est l'avion au moment où il a été frappé. Donc à ce moment-là, vous déclenchez un plan d'intervention qui vous permet de tout de suite, avec l'effet de surprise qui va avec, d'aller récupérer le premier pilote. Bon, malheureusement, le C'est deuxième... l'avion qui a une balise, pas le pilote. Le pilote est également équipé d'une Alors, balise. pourquoi d'un là, on ne signal. le repère pas? Parce que d'une part, il envoie un signal toutes les 12 heures et pas de manière permanente pour éviter d'être lui aussi repéré, d'une part. Et deuxièmement, globalement, le pilote, il est dans une zone qui sera relativement périmétrée. Donc, on sait a priori à peu près où il est dans une zone de 1 ou 2 kilomètres de diamètre de circonférence. Donc, on sait globalement où il est, ça c'est à peu près certain. Après, il a une capacité de déplacement au sol, s'il ne s'est pas blessé en tombant. Il peut faire effectivement plusieurs kilomètres par jour. À mon avis, il le fait plutôt la nuit qu'en pleine journée. Il a aussi une capacité à s'enfuir complètement. Ils savent très bien faire. Et il peut tenir plusieurs jours avec les provisions. Le silence de Donald Trump serait peut-être une bonne nouvelle, ça veut dire... De toute façon, le silence de Donald Trump dans une situation pareille, elle est parfaite. Et il faut qu'il dise surtout rien. Il ne faut pas donner d'indication. Il ne faut pas non plus donner trop d'importance au sujet, parce que les Iraniens en font évidemment propagande immédiatement. Évidemment. Alors, Donald Trump n'est pas silencieux, en revanche, comme d'habitude, sur les menaces qu'il profère régulièrement à l'endroit de Téhéran. Alors là, il a donné 48 heures pour conclure un accord avec Washington ou rouvrir le détroit d'Ormuz, sans quoi les États-Unis déchaîneraient les enfers sur eux, Michel Fayad. Oui, il continue dans sa lancée, puisqu'il avait annoncé justement les 10 jours, et les 10 jours se terminent effectivement dans 2 jours. Donc c'est quelque chose qu'il avait vraiment annoncé. La question, c'est qu'est-ce qu'il peut faire de plus que ce qu'il fait déjà avec les Israéliens. Ils sont en train de bombarder systématiquement les infrastructures les plus importantes. 15 000 missiles à la mi-mars. C'est ça, et il y a eu des liquidations importantes. Bon, je pense que les choses qui restent vraiment, qui pourraient être des tournants réels par rapport à la chute du régime potentiel, ça serait la prise de l'île de Kark, dont on a beaucoup parlé, qui enlèverait cette capacité à exporter le pétrole iranien. Et il y a également la poursuite des liquidations des personnalités clés du régime, celles dont j'ai parlé en fait tout à l'heure, essentiellement. Mais elles ne sont pas liquidées pour l'instant. Et elles ne sont pas du tout liquidées. Et ça m'interroge. Ça m'interroge. Oui, bien sûr. Ce point-là m'interroge. Je me dis, tiens, depuis quelques jours, il n'y a plus d'élimination. Depuis la Rejani, il n'y a pas une grande personnalité. Mais ça voudrait qu'est-ce que dire ça veut quoi, dire? ça? Alors, soit effectivement, ils ont bien compris comment se cacher maintenant, et pour le coup, ils ont appris, si je puis dire, des erreurs de leurs prédécesseurs, et ils ne se feront pas avoir une deuxième fois. Soit ça veut dire qu'il y a une négociation parallèle qui s'opère avec un certain nombre de représentants du régime, et que donc vous avez bien sûr le show de la guerre et puis tout ce qui continue à se produire, avec en plus tous ces signaux envoyés par l'Iran pour dire on n'est pas à terre, vous voyez, on est capable de taper un avion, on est capable de faire ça, etc. Donc voilà, ils vous avez quand même dit 48 heures avant que les capacités de l'espace aérien avaient été détruites de l'Iran, quand même. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu désordre. Il y a un petit contresens par rapport à ça. Mais il y a peut-être eu un tir depuis l'Irak. Il faut faire attention, on ne sait pas, parce que les Iraniens l'ont revendiqué, mais comme de l'autre côté de la frontière, il y a des proxys. Comme on voit qu'à l'instant, il y a eu un tir du Yémen. Et puis si je puis dire, un petit missile. Air-sol, solaire, pardon, c'est très difficile à contrôler. Il y en a forcément sur le territoire, et là, c'est un phénomène d'opportunité. Ça ne veut pas dire que pour le coup, l'espace aérien n'est pas sous contrôle. Il est globalement sous contrôle, mais il y a un risque. Plus vous vous approchez du sol avec des avions bombardiers qui viennent faire des frappes très ciblées, très chirurgicales, plus vous avez le risque, effectivement, d'être attaqué de cette Après, ce qui attire l'attention
quand même, c'est 48 heures. Donc, OK, pour rouvrir le détroit d'Ormuz, ça on comprend bien, mais conclure un accord avec Washington, c'est vrai que ça, on comprend un petit peu moins, Michel Fayad, parce que conclure un accord avec Washington, on sait que Israël n'a pas nécessairement envie d'aller conclure un accord. Souvent, le régime des Mollahs nous a habitués à quelques mensonges, tout de même. Mais d'ailleurs, c'est un ancien ministre des Affaires étrangères iranien qui se rend au Pakistan pour mener ces négociations du côté iranien. Et ce même personnage donc a été visé là il y a quelques heures par les Israéliens. Il est gravement blessé. Donc est-ce qu'il y a une mésentente entre Américains et Israéliens où les Israéliens tirent sur ceux du côté iranien qui vont négocier peut-être? Ou alors, au contraire, il y a une entente et puis finalement, donc les Américains, les Israéliens essayent de gagner du temps pour essayer justement de se préparer à prendre l'île de Karg ou prendre d'autres positions. Je ne sais pas, mais en tout cas, il va falloir très clairement pour les Américains avancer pour plusieurs raisons. Un, que Trump avait annoncé une guerre courte, donc il va falloir accélérer le mouvement. Deux, il y a bientôt la Coupe du Monde de football. Et trois, il y a bientôt la fête nationale américaine. Oui, donc en fait, il y a des échéances où Trump ne peut pas se permettre d'avoir une guerre qui se poursuit. Et l'autre échéance, c'est évidemment le choc pétrolier, et notamment avec les répercussions